Donc maintenant, je vais revenir rapidement sur les emplois les plus stratégiques, ceux que vous visez vraiment. C'est quoi le job que vous voulez vraiment avoir et ceux qui sont stratégiques pour votre carrière. Donc ça, c'est un vrai sujet que j'ai traité de très nombreuses reprises et je suis passé par tous les métiers, pas par tous les métiers, mais par la majorité d'entre eux, soit directement, soit en tant que manager ou directeur. Donc je peux vraiment vous donner mon point de vue personnel, c'est une perspective personnelle. Voilà, je me suis fait beaucoup accompagner aussi sur ce sujet-là. J'ai aussi accompagné des centaines de membres avec des discussions et des coachings directs. Mais c'est aussi une recommandation personnelle et je vous invite à vous faire votre propre opinion aussi de votre côté. La première question, c'est qu'est-ce que vous voulez? Et souvent, les gens ne sont pas clairs. Vous voulez le statut social, l'argent, vous voulez faire quelque chose qui vous passionne ou qui a de l'impact, vous voulez votre liberté. Et souvent, c'est pas très clair et bien sûr qu'on peut, c'est idéalement, moi je veux tout. Mais à un moment, voilà, si vous voulez devenir directeur d'une très grande entreprise, ça va pas être pareil. Vous n'allez pas forcément avoir la liberté de pouvoir travailler d'où vous voulez, comme par exemple moi et mon équipe. C'est pas les mêmes responsabilités. Si vous êtes dans une pression opérationnelle, vous aurez un très beau salaire, vous aurez un bon statut social. Il n'y a pas de honte à vouloir gagner de l'argent, avoir une position importante dans les entreprises. Pour moi, c'est important d'assumer vraiment ce que vous voulez, en tout cas de vous poser la question, et ensuite de prioriser ce que vous voulez en fonction de cette priorité. Moi, j'ai des personnes, c'est vraiment l'argent. Faites attention avec l'argent parce que ça peut vous mener vers des postes où vous n'allez pas forcément apprendre beaucoup. Par exemple, moi, je vois beaucoup d'argent dans les transformations de RP, de SAP, par exemple. En ce moment, il y a énormément de besoins. Mais pour moi, c'est pas les projets les plus passionnants. C'est extrêmement long, ça prend plusieurs années, c'est beaucoup de conduite du changement, mais vraiment très technique. Donc là, il y a de l'argent, mais moi, ça me passionne pas, personnellement, mais j'en ai fait. Donc, à voir vraiment ce que vous voulez, je reviendrai sur de nombreux exemples. En tout cas, c'est important déjà de vous poser la question, et c'est vraiment très personnel ce que je vous dis, il y a différents experts et leaders, vous pouvez devenir le patron d'Apple, comme ce monsieur qui est très connu, et en gros qui est Tim Cook, et qui lui était un expert en supply chain au départ, supply chain puis opération, puis c'était le bras droit de Steve Jobs avant de reprendre Apple et a eu des résultats exceptionnels. Donc voilà, vous pouvez envie d'être comme lui, vous pouvez envie d'être un manager de terrain. Moi, j'ai rencontré énormément de personnes vraiment très inspirantes dans les entrepôts notamment, dans les usines. C'est des gens passionnés qui aiment le contact. Ce sont des très beaux métiers humains. Vous pouvez être plutôt un côté ingénieur autour de la robotique dans les entrepôts et les usines. Vous pouvez être envie d'être un formateur, une formatrice. Moi, j'ai plutôt clairement ce côté-là aujourd'hui. Formateur, coach. J'étais aussi très dans la donnée à un moment, un peu le profil chercheur, data scientist, ou le profil consultant, ou le profil moi je veux être libre, plutôt en mode freelance, j'ai plusieurs clients, mais je m'engage pas émotionnellement dans une entreprise en particulier. Donc il n'y a pas de mauvais ou bon choix. Quand vous regardez ces photos-là, quel est déjà le sujet qui vous inspire le plus? Mais c'est important de se faire une idée, si vous ne savez pas, de rencontrer des gens qui font ce que vous avez envie de faire, et ça sera pour moi la façon la plus facile en tout cas de sentir vraiment et d'écouter votre intuition, parce qu'à la fin pour moi c'est un choix aussi qui est très intuitif. Il ne faut pas se faire trop influencer par ses collègues, sa famille qui peut peut-être envie de vous voir directeur, mais peut-être que vous avez envie d'être un expert ou un professeur comme moi. Ok. En tout cas, c'est important par rapport au métier et salaire. On a publié un guide en anglais et on est en train de le publier en français sur les 48 jobs et salaires en supply chain. Donc je vais pas tout vous refaire parce qu'il y en a vraiment énormément et on s'est donné beaucoup de mal parce que c'était très compliqué de simplifier pour pouvoir simplifier tout ça, et donc on vous mettra un lien, c'est aussi sur notre blog et chaîne YouTube. Mais voilà, on a revu 48 métiers en question qui ont été analysés pour vous. Ce qui est important de savoir, c'est pour revenir déjà dans la partie salaire, là on a 15 facteurs par rapport au salaire. Voilà, c'est un sujet important, mais pour moi, c'est pas le plus important. C'est important d'être payé à sa juste valeur, mais ne priorisez pas uniquement le salaire, sinon vous vous retrouvez peut-être dans des jobs où si des boîtes payent plus que la moyenne, c'est qu'elles n'arrivent pas à attirer les gens. Donc c'est qu'à un moment, il y a peut-être anguille sous roche. Ou alors, c'est des boîtes qui ont besoin d'un niveau d'expertise exceptionnel, et ça, c'est différent. J'en reparlerai après. Mais en tout cas, il y a plein de facteurs qui fait que vous serez mieux payé ou pas. Ça dépend de l'industrie, le pays...
voilà, une partie des diplômes, surtout en entrée, une très grosse partie sur les skills, les compétences que vous savez faire et la performance que vous savez délivrer. Mais voilà, c'est un sujet très complexe, je vous invite vraiment à voir la vidéo en entier. En tout cas, si je reviens sur les grands piliers de la supply chain, si vous voulez être directeur comme moi un jour, je ne l'ai pas été longtemps, parce que je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire, même si je suis content de l'avoir fait. Voilà, il y a des grands piliers, on va commencer par voilà, la logistique, donc c'est transport, entreposage, je vais revenir dessus. Tout ce qui est lié vraiment au flux physique de marchandises, qui est très concurrentiel. Je peux vous le dire tout de suite, si vous voulez devenir directeur logistique, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de concurrence de magasiniers à responsable exploitation, directeur entrepôt. Voilà, quand vous êtes directeur logistique, moi j'étais dans Decathlon, il y avait 60 entrepôts, bah, vous êtes en concurrence avec 60 personnes. Voilà, donc si vous voulez devenir directeur logistique. En plus, il y a le transport à côté. Donc c'est un sujet passionnant, très important, mais très, on va dire, comme il est beaucoup sous-traité, il y a beaucoup de concurrence sur ce sujet-là. Et vous voyez, c'est moins payé. À titre, voilà, directeur, on va dire, par exemple, aux US, c'est à 187 000 $. Alors qu'un directeur logistique est moins, parce que généralement, la supply chain anime la logistique. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le demand planning. Alors, quand vous avez un directeur, vous avez souvent en dessous un demand planning manager ou, ou plusieurs supply chain managers. Forcément, il est moins payé. Dans une petite entreprise, on n'a pas de directeur, on a juste un supply chain manager. Et en gros, pour moi, c'est la partie la plus évidente avant de devenir directeur. C'est vraiment de s'occuper de toute la partie data, demand planning, gestion des stocks, SNOP. Sales and Operation Planning. Donc c'est toute la partie data qui est pour moi la plus stratégique et c'était mon chemin avant de devenir directeur. Plus stratégique, je vais revenir dessus après. On a la partie relation client, donc qui n'est pas toujours attachée à la supply chain, mais moi je l'ai animé personnellement. Le service client, voilà, c'était par rapport aux commandes, aux réclamations. J'avais tout un service client qui était sous ma responsabilité, avec un directeur des relations clients. Voilà, métier aussi qui n'est pas cœur clairement du tout en supply chain, mais qui est souvent animé, que je recommande de passer, mais ne restez pas trop longtemps. On a ensuite un métier très complémentaire qui est tout autour de ce qu'on appelle les programmes et les projets. Donc ce sont en gros des consultants en interne, chefs de projet ou des consultants. Et là, c'est vraiment très complémentaire. Et moi, j'ai passé la moitié de ma carrière à gérer des projets et l'autre moitié à gérer des opérations. Et c'était extrêmement complémentaire pour ensuite de reprendre des postes à plus haute responsabilité et aussi d'apprendre énormément avec mes projets. Donc la partie projet est très stratégique et ensuite vous avez la partie achat qui n'est pas toujours rattachée, donc procurement en anglais, qui n'est pas toujours rattachée à la supply chain. Moi je l'ai animé, mais dans d'autres secteurs c'est pas forcément le cas. Si par exemple si vous travaillez dans le pétrole et le gaz, vous avez vraiment un responsable achat qui va aller en Russie, qui va aller en Arabie Saoudite. Et là c'est des métiers très spécifiques, c'est des gros négociateurs. Et ça peut être très bien payé, mais pour moi c'est une fonction qui n'est pas, on va dire, ça fait partie de la supply chain, mais ça peut être en fonction de l'industrie séparé ou non. Donc moi je l'ai animé les achats, mais c'était pas une fonction aussi centrale que des entreprises qui achètent des matières premières par exemple. Donc c'est juste pour vous donner une idée des grands piliers. Il faut savoir que plus votre secteur est sous-traité, moins vous serez payé, et plus il y a de la donnée dedans, la data, mieux vous serez payé. Gardez ça en tête pour la suite. Ensuite, si on revient sur la logistique, bah voilà, autour de la logistique, vous avez un directeur entrepôt, vous avez un directeur transport, un responsible, là c'est écrit une petite faute, responsible import-export. Donc ça, il y a des centaines de millions de jobs dans le monde autour de ces métiers-là. C'est intéressant, moi je suis passé par là, mais pas trop longtemps. Si vous y restez trop longtemps, ce sera plus difficile d'aller vers la partie data. Donc au moins formez-vous si vous faites partie de ce domaine-là, si vous avez ambition de quitter la logistique. Formez-vous sur la prévision, la gestion de stock, la partie analyse de données pour ne pas rester bloqué dans ces sujets-là si vous ne voulez pas y rester, ou spécialisez-vous dans par exemple, faites de la logistique pour les produits pharmaceutiques, du transport de produits de luxe ou de produits dangereux. Plus vous serez spécialisé, plus vous pourrez vous démarquer et aussi avoir des rémunérations importantes. La partie demand planning, elle est un peu plus compliquée, elle a des noms différents. En fonction de l'entreprise et aussi de sa taille. Sur les petites entreprises, vous n'avez pas de directeur supply chain, vous avez un supply chain manager, ce que j'ai été, et vous êtes généralement qui est animé par un directeur des opérations. Et en dessous, vous avez souvent un coordinateur qui va gérer les commandes, qui va gérer les plannings. Vous avez aussi un analyste qui va vraiment aller plus sur la partie data et qui est généralement mieux payé. Vous pourrez regarder les salaires. On va publier aussi
une analyse en français prochainement et vous avez un lien sous la vidéo si vous voulez avoir déjà une estimation. Ce qui est important, c'est surtout de regarder les pourcentages de différence. Souvent après, vous avez un demand planner qui fait aussi la gestion des stocks. Donc c'est vraiment lui qui fait les prévisions, qui fait ce que je faisais, voilà, gestion de stock, prévision, en lien avec l'analyse. Des fois, il n'y a même pas d'analyse, il y a juste un coordinateur et un demand planner, prévision et gestion de stock. Et ensuite, vous devenez supply chain manager. Généralement, c'est des petites équipes de 4, de 3 à 10 personnes. Et le supply chain manager anime souvent le transport, les achats, l'import-export, souvent avec des services qui sont sous-traités, comme par exemple le transport ou l'import-export. Donc ça, c'est vraiment une petite entreprise. Si vous regardez une grosse, je vous regarderai la vidéo en détail si vous voulez plus de détails, mais souvent dans les grosses, on va séparer la partie planning, c'est vraiment tout ce qui est coordination du planning, jusqu'à responsable appro et planning. Vraiment, c'est la partie supply planning ou voilà, planification. Donc d'un côté à gauche, vous avez la partie planning, planification, coordination, et de l'autre, vous avez la partie vraiment data, donc analyse, gestion de stock, prévision. Et au milieu, vous avez un demand planning manager qui va animer les deux, planning et demand, voilà, demand, stock, etc. C'est mieux payé sur la partie data, pour moi c'est plus intéressant. La partie planning, il y a différents niveaux, opérations, stratégiques, tactiques, je reviendrai dessus, mais en gros, voilà, pour moi le planning, ça devrait être en grande partie automatisé, malheureusement ça l'est pas encore dans beaucoup d'entreprises, donc c'est beaucoup plus répétitif, je vous l'avoue, et c'est très important d'être bon sur Excel pour l'automatiser si vous n'avez pas les bons outils. Moi, j'étais Demand Planning Manager, j'animais les deux, mais dans une entreprise comme Decathlon, par exemple, on fusionnait le planning et le demand. C'était qu'une seule personne puisqu'on avait mis en place les bons outils. C'était d'ailleurs l'un de mes métiers d'automatiser ça un maximum. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un métier très stratégique dans le grand groupe qui s'appelle SNOP Manager, qui est souvent une très bonne porte avant d'être directeur, où en gros, vous allez, votre rôle, ça va être d'être un facilitateur qui va être sûr d'animer l'ensemble de l'entreprise vers une direction, une prévision, un planning. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années et ce qui m'a permis ensuite de passer directeur. Donc voilà pour la partie demand planning qui concerne beaucoup d'entre vous qui nous suivent. C'est pour ça que je voulais revenir dessus en détail. C'est vraiment très stratégique et je vous invite vraiment à explorer surtout la partie droite sur la partie compétences. Ensuite, je ne vais pas tous les montrer, mais en partie projet et conseil, je trouve que c'est hyper important. Je vous le redis, moi j'ai fait 8 ans en projet conseil, d'abord en interne puis en externe, et j'ai fait 8 ans en opération. Et je trouve que c'est hyper important à un moment de mettre en place des projets, même si vous avez un job dans les opérations. Je trouve que c'est hyper bien de toujours avoir 10-15% de votre temps en projet, donc créer un nouveau dashboard, un nouvel outil de gestion de prévision ou de stock. Voilà, juste ça, c'est déjà du projet. Et avant d'être directeur des programmes, il y a plein de sujets. Donc moi j'ai fait transport, logistique, chef de projet supply chain. Après, il y a consultant externe, chef de projet informatique. Et vous avez aussi la partie data analyst, data scientist qui est très à la mode, même si on a toujours des problèmes avec ces profils-là, c'est qu'ils ne comprennent pas toujours la supply chain, à connecter ce qu'ils savent faire avec les mathématiques et comment l'appliquer à la supply chain. Donc ça, c'est un sujet... Moi, j'en ai animé certains et je recommande aux data scientists analystes d'aller de faire le métier des opérations, notamment demand planner, pour comprendre ce qui se passe vraiment et savoir utiliser la donnée. Voilà, ensuite, vous pouvez devenir un ingénieur data scientist intelligence artificielle, qui est un métier extrêmement bien payé, mais il n'y en a pas beaucoup, donc il faut être très bon et ça demande d'être vraiment à la pointe sur le Python, des langages de programmation et ça sera de plus en plus automatisé, donc ça peut être très intéressant si vous êtes vraiment passionné de données. Donc voilà pour vous donner une idée un peu des tendances que je vois. Moi, c'est vraiment mon ressenti personnel et moi, j'ai un peu touché à tout. Je vous avoue, mais je suis quand même rapidement très tourné autour de la donnée, des projets et ensuite, voilà, manager de SNOP Manager et directeur. Donc c'était mon parcours. Il n'y a pas de bon, de mauvais parcours, mais pour moi, ça a été relativement vite, très vite même, parce que je suis passé manager à 28 ans. 27 ans, 28 ans, et directeur à 31. Voilà, je dis pas que c'est bien d'être très tôt directeur, pour moi c'était intense. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a 3 types de jobs. Il y a les métiers opérationnels, qui vont vraiment se concentrer sur un horizon de temps futur très court, donc les prochaines heures, minutes, voilà, vous êtes un opérateur en entrepôt, vous ne pensez pas à 6 mois, 1 an, vous pensez vraiment à qu'est-ce que je vais prélever aujourd'hui.
Donc vraiment la partie opérationnelle, très court terme. Ensuite la partie tactique, voilà, vous faites des prévisions, de 6 mois à 1 ou 2 ans si vous achetez avec des longs délais. Et la partie stratégique, c'est plutôt la partie projet, directeur. Voilà, moi je travaillais sur des expansions logistiques et on faisait des plans à 5 ans voire 10 ans. Donc là c'est beaucoup plus stratégique, beaucoup plus d'analyse et c'est souvent très bien payé et c'est souvent par ces métiers-là ensuite que s'ouvrent des portes à des plus grandes opportunités. Moi en tout cas c'est la partie stratégique qui est la plus passionnante, mais j'adore aussi optimiser les opérations avec des outils. Donc voilà, pour vous donner une petite idée, retenez un peu voilà cette tendance en tête. Ce qu'il faut vraiment, c'est vraiment identifier ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie d'apprendre, être clair sur ce que vous voulez. Une fois que vous êtes clair sur ce que vous voulez, il faut vraiment aussi être clair sur les compétences qui vous manquent. Est-ce que vous êtes performant aujourd'hui sur ces sujets-là? Et ensuite d'aller chercher le job que vous méritez. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain. On va parler des secteurs et des entreprises stratégiques. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ces conseils pour booster votre carrière. Maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin sur les compétences stratégiques, eh bien, j'ai des masterclass gratuites pour vous avec des outils concrets que vous pouvez appliquer immédiatement sur la gestion de stock, sur comment mettre en place les bons KPI, les bons dashboards, sur comment générer des prévisions plus fiables avec l'expert d'Amazon, sur comment tout automatiser sur Excel et une nouvelle qui arrive sur le SNOP efficace et collaboratif. On en a une si vous voulez plus loin sur le sujet carrière, sur comment devenir vraiment un expert et un leader beaucoup plus dans le détail avec plus d'expérience et plus de parcours concrets que vous pouvez suivre. Donc vous avez tous les détails sous cette vidéo et si vous ne savez pas par quoi commencer, si vous êtes curieux par rapport justement à quelles sont les compétences stratégiques, on propose aussi un bilan de compétences gratuit qui vous donnera une belle visibilité sur voilà, où est-ce que vous êtes fort, où est-ce que vous avez encore des faiblesses et comment les développer et comment aller plus loin. Donc merci encore de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous laisser un petit like et à vous abonner. On a plein de contenus qui arrivent et ça nous aide beaucoup d'avoir vos retours et vos feedbacks pour pouvoir continuer à produire et à vous partager toujours plus d'outils et de méthodes concrètes. Ciao, ciao et à bientôt!